J'ai appelé cette causerie des instruments pour comprendre le monde, en fait, parce que je vais parler des instruments scientifiques, ceux que vous avez autour de vous, mais aussi ceux qu'on manipule tous quotidiennement, et l'importance qu'ils ont pu avoir dans le développement des sciences et des techniques, dans le développement de la société. C'est pour ça que je ferai quelques incursions à droite et à gauche. Donc, déjà pour poser un petit peu le cadre, l'instrument, au départ, j'ai mis objet social, je veux dire par là que on construit des instruments tout simplement pour répondre à des besoins. Les besoins sont élémentaires, je dirais c'est la base de l'innovation. Répondre à des besoins, ça va être d'abord mesurer son champ pour pouvoir savoir quelle est la valeur de la terre que l'on possède, des blés que l'on va faire pousser, etc. On va mesurer, on va peser les choses, donc mesure de l'espace, mesure de masse, mesure du temps aussi. Et quand plus on progresse, puisque là je vous ai montré quelques éléments de l'Antiquité, plus les choses commencent à poser questions, les questions d'unité, les questions même de teneur des valeurs que l'on veut mesurer. Le temps en est un exemple flagrant, puisque on a, je dirais pendant longtemps, deux types de temps, le temps des astres, celui que l'on mesure en mesurant l'angle que fait l'ombre ou la longueur de l'ombre du bâton au sol, mais c'est aussi le temps qui s'écoule, comme son nom l'indique, avec les clepsydres plus ou moins évoluées. Celles-ci essayent de s'adapter justement au temps variable, des choses qui nous semblent extrêmement éloignées, mais qui parfois nous touchent de près. Juste un petit exemple, vous savez que nous avons abandonné les heures inégales, c'est-à-dire 12 heures de jour, 12 heures de nuit, au moment de l'horloge mécanique au Moyen-Âge, alors qu'au Japon, elle a été gardée jusqu'à la fin de l'ère Edo, et ce n'est qu'au XIXe siècle qu'on a adopté une heure régulière. C'est-à-dire qu'en fonction des lieux, des époques, la conception des mesures peut considérablement varier. Et dès l'Antiquité, on met en place des instruments d'une très grande complexité. Évidemment, on va tomber sur la science astronomique, parce que ça reste quand même l'une des plus anciennes parmi les sciences complexes, puisque dès l'Antiquité, on va essayer de dresser des cartes du ciel que l'on va projeter sur ces instruments qu'on appelle les astrolabes, inventés par les Grecs, perfectionnés par les Arabes, etc. etc. Ça, c'est un exemplaire du XVIIe siècle, mais qui nous projette déjà dans l'une des caractéristiques qui vont être toujours présentes dans la suite, c'est-à-dire d'être utilisées par différents types de personnes dans différents métiers. Et notamment, quand on voit cet astrolabe utilisé par les astronomes comme instrument pédagogique, comme instrument de mesure, les marins utilisent, eux, un astrolabe nautique qui est quelque chose de beaucoup plus simple, qui vraiment ne fait pas grand-chose. Il mesure la hauteur d'un astre, il est beaucoup plus lourd parce que sur la mer, le bateau bouge, etc. Et en tout cas, on s'aperçoit que deux catégories de personnes vont utiliser un instrument semblable, et dans la suite, on va voir que c'est pas rare qu'on aille chercher ailleurs quelque chose qui répond à ses besoins. J'insiste un petit peu sur ces instruments anciens parce que tout simplement, lorsqu'on voit cette représentation de l'Observatoire d'Istanbul à la fin du XVIe siècle, on s'aperçoit que tous ces instruments qui vont en fait suivre jusque très longtemps, finalement, jusqu'à l'ère du numérique, les gens qui vont s'intéresser aux astres, sont pour beaucoup fondés sur des mesures d'angle.
ceci, j'insiste un petit peu là-dessus parce que ça va être l'une des leçons que nous apprennent ces instruments, c'est-à-dire que lorsque je suis incapable de mesurer une grandeur, par exemple la hauteur de cette tour, eh bien je vais procéder par contournement, si l'on veut. C'est-à-dire que je vais mesurer un angle, je vais faire de la trigonométrie, tout le monde sait ça, et en fait je vais, en faisant mes mesures d'angle, pouvoir mesurer quelle est la hauteur de cette tour, de la même manière que j'ai pu dresser des cartes du ciel en mesurant les hauteurs des astres à différents moments du jour, de la nuit, enfin de la nuit plutôt, mais en été, en hiver, etc. Ça, c'est une des données qui est constante dans nos rapports aux instruments, et c'est tout à fait valable encore aujourd'hui. Il suffit d'aller voir les capteurs que l'on a, ne serait-ce que dans nos véhicules et un peu partout. C'est-à-dire que lorsqu'on ne peut pas mesurer une grandeur directement, eh bien on va aller chercher un instrument qui sait mesurer autre chose, et on va voir de quelle manière les deux grandeurs sont corrélées de manière à pouvoir mesurer autre chose. Lorsque Tycho Brahe, sur son balcon, fait toutes ces mesures à la fin du XVIe siècle, en fait, il utilise toujours uniquement des instruments de mesure d'angle, en très grande majorité, et puis il fait des calculs. Ça, c'est la reconstitution qui en a été faite dans un musée qui se trouve à Kassel, en Allemagne, puisque Tycho Brahe était longtemps à Kassel. Et quand on voit ces instruments, alors ça, c'est ceux qui se trouvent au musée des techniques de Prague, en Tchéquie, là aussi, on s'aperçoit que ces instruments sont beaucoup plus évolués que les simples graphomètres ou instruments qu'on a pu voir de mesure d'angle, mais on a des instruments avec de plus en plus de précision, sachant que tant qu'on est dans l'ère analogique, c'est la précision de l'instrument qui va conduire à la précision de la mesure. Je ne vais pas rentrer dans le détail. En tout cas, ceci va nous amener à une période qui est particulièrement intéressante au niveau des instruments, c'est celle qui va suivre un petit peu ce qu'on appelle les grandes découvertes. Hein. On est 1492, on découvre l'Amérique. Après, va se développer les transports entre le Nouveau Monde, l'Ancien Monde, etc. Et la durée des voyages va devenir une valeur commerciale importante. Donc, diminuer la longueur des voyages va être quelque chose d'intéressant. Et donc, il va falloir essayer de mesurer au plus près sa longitude, sachant que la latitude, c'est relativement aisé avec les instruments. Et on va voir que, sous la pression de ces besoins, donc j'ai déjà évoqué au début, on va avoir des perfectionnements tout à fait étonnants. Notamment, le premier instrument que vous voyez à votre droite, c'est ce qu'on appelle le bâton de Jacob. C'est un instrument très simple. Là, vous avez une grande barre transversale, une petite à côté, et lorsque vous allez viser entre le bas de la petite barre, le bas de la grande barre, et le haut, vous allez viser entre l'horizon et un astre, mettons, vous allez, en faisant varier les deux distances, pouvoir mesurer quel est effectivement l'angle, et avec les graduations, vous allez déterminer à peu près quelle est votre latitude. Bon, c'est facile, simplement c'est facile si vous êtes ici à l'IUT et que rien ne bouge. Lorsque vous êtes en mer, dans la tempête, etc., l'instrument est d'une très mauvaise précision. Donc on va commencer à voir apparaître quelques nouveaux instruments, notamment le quartier de Davis qui se trouve derrière. Donc celui de devant, là, le bâton de Jacob, on l'appelle aussi arbalète ou arbalèstrie. Celui de derrière, le quartier de Davis, déjà facilite un petit peu les choses en mettant un viseur, mais bien qu'il améliore un peu les choses, il faut quand même que l'œil vise deux endroits différents. Ce qui est assez imprécis. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir sur une durée qui va quasiment être celle d'un siècle et demi, un certain nombre d'innovations qui vont faire passer
l'ancestral quartier de Davis, celui-ci de la fin du XVIe siècle, au sextant, qui va être vraiment au point au début du XVIIIe siècle, en passant par l'octant de Hadley qui est au milieu, et les innovations importantes étant le fait que, grâce à des systèmes de miroirs, des systèmes optiques et à des verniers, on va pouvoir faire en sorte que le marin, au lieu de regarder successivement l'horizon et un astre, va viser sur un double miroir et mettre en concordance l'astre avec le niveau de la mer. C'est-à-dire en faisant, en dissociant ce qui est la visée d'un seul endroit et la mesure avec ses doigts, il va pouvoir avoir une mesure extrêmement précise. Je vous montre cet exemple-là parce qu'en fait, l'évolution des instruments, comme d'ailleurs l'évolution des techniques en général et de beaucoup de machines ou d'appareils que nous avons, elle se passe d'une manière assez variable. C'est-à-dire que de temps en temps, on a des objets qui, pendant des millénaires, ne vont pratiquement pas changer de forme, de fonction, etc. Ils vont atteindre un degré de perfection, si l'on peut dire, qui fait qu'il va continuer son histoire. Et puis de temps en temps, on va avoir de grands pas. Et là, c'est ce qui va se passer, puisqu'en fait, depuis très longtemps, on avait ces instruments assez rudimentaires. En peu de temps, on va passer au sextant. Et si vous regardez, là, j'avais pris trois sextants que nous avons exposés il y a quelques années au Musée des Arts et Métiers, dans 3 vitrines différentes, à quelques dizaines de mètres d'écart, celui originel du XVIIIe siècle, un sextant du XIXe tout à fait classique, et un que nous avions acheté en 1999, qui est en aluminium, mais si vous regardez, ce sont strictement les mêmes instruments. C'est-à-dire qu'après avoir franchi une étape qui nous a amené en un siècle et demi à ces systèmes complexes, eh bien, il va perdurer. L'innovation qui va arriver après étant principalement dans l'allègement et des petits détails. La grande innovation qui va arriver, celle-ci, à la fin du XXe siècle, ce sera l'arrivée du numérique dans ces instruments-là. Il suffit d'aller voir les instruments de géomètres et l'on voit qu'aujourd'hui, entre le théodolite de 1980 et ceux qu'on utilise aujourd'hui, il y a encore un nouveau monde qui s'est bâti et je ne veux pas rentrer là-dedans. Bien, donc voilà déjà ce que nous montre ce premier tour d'horizon. C'est d'abord effectivement ce contournement lorsqu'on ne sait pas mesurer quelque chose, d'aller chercher autre chose, et de cette alternance de progrès très rapide avec des périodes de long développement. Je vais prendre un deuxième exemple qui lui va me ramener un petit peu sur quelques objets qui se trouvent ici et qui va nous faire plonger dans une période que je trouve particulièrement fascinante, qui est celle de ce XVIIe siècle, ce siècle qu'on a appelé la révolution scientifique parfois, mais notamment en me fixant sur un bonhomme qui s'appelle Anthony van Leeuwenhoek, un nom imprononçable, qui est un Hollandais qui habite Delft et qui, avec un instrument assez incroyable, va découvrir pour la première fois ce qu'il appelle des animalcules. On est en 1673-75, c'est-à-dire qu'il va découvrir des petites choses là où personne n'est capable de rien voir. Je vous mets juste cette petite citation parce que je l'aime beaucoup. Il découvre les infusoires du poivre trempés dans l'eau. On est en 1676, et il décrit ce qu'il trouve. Il dit « Dans l'après-midi du même jour, vers 3 heures, j'ai vu incroyable quantité de très petits animalcules dont je ne puis établir la forme ce matin. Pour moi, de toutes les merveilles que j'ai découvertes dans la nature, c'est la merveille des merveilles. Et je dis quant à moi, qu'il n'y eut jamais plus plaisant spectacle à mes yeux que tous ces milliers de créatures vivantes dans une seule petite goutte d'eau. » J'aime bien cette citation parce qu'on a l'impression qu'il y a le journaliste avec son micro à côté et qu'on vit en direct la découverte qui est fondamentale, c'est-à-dire qu'on franchit une étape. Jusque-là, on observait au microscope des choses que l'on pouvait voir à l'œil nu, le plus petit étant la puce, le pouls,
des animaux finalement assez familiers. Et voilà que lui découvre dans l'invisible goutte d'eau tous ces petits animalcules. Et avec quoi le découvre-t-il? Avec un truc que je vais vous montrer, parce que j'en ai amené un, malheureusement pas un original. C'est une réplique que nous avons fait faire à nos collègues du musée Bourrave de Leyde. Ah là là, ça ne casse pas, rassurez-vous. C'est le microscope de Leeuwenhoek. Voilà l'engin avec lequel on a découvert pour la première fois les spermatozoïdes, les protozoaires, toutes ces choses-là qu'on n'a pas su comment nommer même au départ. Un instrument, je vous le montre en plus grand parce que là vous ne le voyez pas de près, que Leeuwenhoek va mettre au point après avoir... Enfin, je vais vous raconter en 2 mots. Pour vous dire comment ça marche, ça, tout simplement, vous voyez, il y a en haut un petit trou. Un petit trou. Dans ce petit trou, il y a une lentille, une petite lentille sphérique qui fait à peu près 1 millimètre de diamètre. Et c'est en regardant à travers cette lentille, j'enlève pas les lunettes parce que le micro va tomber, mais vous mettez ça, vous mettez la préparation ici au bout de la pointe et vous regardez de ce côté-là en mettant quasiment le microscope touchant l'œil. Les cils touchent le truc et vous allez pouvoir observer des choses qui ont une taille de quelques micromètres. C'est quelque chose d'extrêmement difficile à observer je dois dire que pour moi, ça avait été une découverte il y a quelques années lorsque j'étais tombé au musée des Arts et Métiers sur certains microscopes simples et j'avais trouvé ça un peu anecdotique sans me rendre compte des performances que pouvait avoir cet engin. Et en fait, comment cela s'est-il passé? Leeuwenhoek était un drapier. Il habitait Delft, il était drapier, il avait l'habitude de faire des observations pour mesurer et observer la qualité des draps avec ce qu'on appelle vulgairement un compte-fil, c'est-à-dire une loupe de précision. Donc l'optique était pour lui un engin quasiment quotidien. Et homme curieux, lorsque les affaires marchaient bien, qu'il a commencé à avoir d'ailleurs quelques fonctions, je dirais, politiques au sein de la ville de Delft. Et il a fait le voyage en Angleterre. Il est allé en Angleterre et il a découvert un best-seller qui avait à ce moment-là l'ouvrage de Hooke qui s'appelait Micrographia, dans lequel était représentée notamment cette grande planche de c'était la puce vue microscope, celle-là même qui sera reproduite dans l'encyclopédie de Diderot un siècle plus tard, et qui le fascine. Ce qui le fascine aussi, c'est qu'il va trouver dans l'ouvrage de Hooke la description des microscopes simples, mais que Hooke n'utilise pas, de microscopes simples qui, dit l'ouvrage, permettent des performances beaucoup plus importantes que le microscope composé qui est à la base de l'ouvrage de Hooke. Microscope simple, microscope composé, la formule est curieuse. En fait, voilà, ça, c'est M. Leeuwenhoek. Bah oui, quand il a eu une stature sociale un peu plus importante, il s'est fait tirer le portrait avec ses instruments quand même. Bon, c'était important. Voilà le microscope que Hooke utilise. C'est un microscope composé, c'est-à-dire qu'il a au moins 2 lentilles. Là, il en a 2. C'est le même microscope que celui que vous avez dans les vitrines là-bas. Simplement, au lieu d'être un tube en laiton, là-bas, ici, vous avez un tube en carton avec du bois en haut et en bas et une boule de verre qui va concentrer la lumière sur le spécimen. Et avec cet instrument qui va se répandre considérablement à cette époque-là, tout le monde pourra observer la puce, le pouls et toutes les plantes, etc. Simplement, au moment où Leeuwenhoek commence à parler à certaines personnes de ce qu'il a découvert, il est face à une certaine incrédulité. Comment lui, drapier, donc autodidacte, par ailleurs
je dirais, ne connaissant pas, n'étant pas intégré au milieu des savants, peut-il montrer des choses et donc il va faire ses descriptions, il va faire les dessins par quelqu'un, il va contacter des gens de la Royal Society de Londres avec la complicité de gens de Delft et puis il va essayer petit à petit avec la correspondance à faire entendre ce qu'il a pu observer. Simplement, il y a un phénomène très important dans cette histoire, c'est que le microscope composé, tout le monde est capable de l'utiliser. Le microscope simple, il est extrêmement complexe. Je m'en étais aperçu parce que lorsque vous voulez observer ce qui se trouve là, il faut d'abord que vous ayez la lumière qui soit de la bonne manière, il faut ensuite que vous arriviez à la mettre à la bonne distance pour avoir une profondeur de champ correcte. Et là, à quelques dixièmes de millimètre, vous ne voyez plus rien. Et ensuite, il faut que vous arriviez à observer une image virtuelle qui va se produire à une autre distance que l'objet réel. Ça réclame des heures d'essais et d'erreurs. Et je dois dire que lorsqu'on y arrive, c'est vraiment incroyable de pouvoir franchir cette étape-là. J'insiste là-dessus parce qu'en fait, on est au cœur même de ce qu'on peut appeler la vulgarisation des scientifiques, la diffusion des sciences, qui va se faire finalement avec deux types d'instruments, ceux qui vont diffuser le savoir, qui vont être les microscopes composés, etc., qui sont utilisables par tout le monde, mais dont la performance est relativement limitée, et des instruments complexes, tels que ce microscope-là, qui peuvent être utilisés qu'avec un certain entraînement, après avoir fait un certain nombre d'études. Si vous voulez utiliser un spectromètre qui est là, ou un polariscope, ou je ne sais pas quoi, il va falloir apprendre à s'en servir. Donc, on a deux types d'instruments qui sont complémentaires et qui sont indissociables, je dirais. La science ne peut progresser que si elle communique, mais elle ne peut progresser que si on fait de l'approfondissement. Et c'est comme ça que on va voir se développer les microscopes de Campani, par exemple, qui est un grand fabricant italien. Ce microscope qui était au Musée des Arts et Métiers, qui est très sommaire, en fait, quand vous l'observez de près, vous pouvez voir vous pouvez tirer dessus, et en fait, vous pouvez l'allonger pour pouvoir régler la distance. Et si vous observez bien, en fait, ce microscope-là, c'est pas très éloigné des lunettes que Galilée lui-même a utilisées tout à fait au début du XVIIe siècle. Et là, ces lunettes de Galilée, elles ont disparu, c'est pas grave. Les lunettes de Galilée sont les cousines très proches du microscope. Ils sont inventés dans la même période, tout à fait les toutes dernières années du XVIe siècle, 1590, etc. L'un pour observer le très petit, l'autre pour observer déjà au début, en mer, au-delà de la rue. Il a fallu quand même que quelqu'un comme Galilée, d'autres l'ont certainement fait aussi à la même époque, vise vers le ciel pour tracer les phases de la Lune et des différents éléments. Il a fallu que lui capte un instrument fait pour autre chose pour pouvoir l'utiliser à ses fins et progresser. Là, on est encore sur ce phénomène, je dirais qu'aujourd'hui on appellera peut-être le transfert de technologie, mais en fait qui est l'un des éléments clés de l'innovation, c'est-à-dire aller chercher ailleurs quelque chose qui pourra nous servir pour nos propres travaux. Et c'est ainsi que Galilée, après, il va décrire tout ça dans, évidemment, ses écrits que l'on connaît bien, qui vont ensuite, la lunette avec que des lentilles va être ensuite perfectionnée avec le télescope de Newton, qui lui n'a donc qu'une lentille qui se trouve, on la voit pas là, sur le côté en général. Voilà, on va observer sur le côté, mais la première phase de grossissement est faite par un miroir. C'est-à-dire qu'on est un peu dans le même phénomène qu'avec Leeuwenhoek. On va limiter les changements de matière de manière à garder une bien meilleure définition. Dans le microscope normal, la lumière, elle passe de l'air au vert, du vert à l'air, de l'air au vert, etc., etc. Tandis et donc avec les aberrations chromatiques, tout ce qui se produit. Avec une seule lentille, on diminue tout ça et on améliore les performances.
Évidemment, au cours du XVIIIe siècle, on va voir se développer un certain nombre d'instruments dans les cabinets de physique, et notamment, vous pouvez voir l'original, un des cahiers des leçons de physique expérimentale de l'abbé Nollet dans la vitrine qui est là-bas, dans lequel on voit cette image que je trouve tout à fait étonnante. Dans un salon, on va avoir une projection en haut avec un microscope solaire, tel qu'il y en a un là-bas, mais pas tout à fait du même type, qui va permettre d'observer tous ensemble une puce vue au microscope, et en bas, une lanterne magique qui, elle, va servir à projeter des images de lanterne magique. C'est-à-dire que entre la curiosité et la science, entre l'amusement, le plaisir et le désir de connaissance, on a un rapport très très intime. Et finalement, c'est ça qui va permettre les avancées de beaucoup de sciences. Pour terminer cette histoire de microscope, vous savez quand même, le microscope simple ne sera détrôné par le microscope composé que au moment où on aura réussi, grâce à différents systèmes optiques, à éliminer les problèmes d'aberration chromatique. Ce sera dans la première moitié du 19e, mais Brown met au point le mouvement brownien avec un microscope de Banks, qui est à peu près le même, légèrement transformé, que Darwin utilisera quand il ira sur le Beagle de l'autre côté de la Terre pour observer de toutes petites choses, etc. Bien, la fin de l'histoire, c'est le microscope électronique, mais je ne vais pas rentrer là-dessus. Simplement, à titre de comparaison quand même, je voulais vous remettre une image d'un acarien vu au microscope électronique, et quand vous comparez finalement la puce de Hooke du XVIIe siècle et l'acarien, je pense qu'ils ont dû tous les deux avoir auprès du grand public à peu près la même impression. C'est-à-dire que lorsque l'on voyait la puce avec ses poils, tout ça, et s'imaginer qu'elle était finalement très familière, ça donnait la même impression que lorsqu'il y a quelques années, on vous a dit, ben voilà, sur vos traversins, dans vos lits, vous avez plein de bestiaux comme ça, et beaucoup de gens ont été un peu affolés. Mais on est sur deux dimensions différentes, mais on est sur la même chose. Je vais poursuivre un petit peu cette aventure de l'optique, parce qu'en fait, aussi bien l'optique a fait avancer la biologie, le début de l'observation du vivant dans ses plus petites définitions dans les années 1670, eh bien, il y en avait un qui habitait pas très très loin de Leeuwenhoek, qui s'appelait Johannes Vermeer, Vermeer de Delft, qui lui était tout aussi passionné que lui par l'optique. Vous savez que lorsque vous regardez cette scène-là, que vous voyez le géographe, que vous voyez l'astronome, vous en connaissez d'autres, ils sont tous à peu près pris de la même manière, et on sait très bien aujourd'hui que Vermeer, passionné aussi par l'optique, utilisait couramment à ce moment-là la caméra obscura, qui, elle, était déjà au point, disons, depuis quelques années, et qui permettait de pouvoir, disons, avoir un nouveau regard sur les choses. C'était il y a 2 jours, j'entendais à France Inter le matin, vous savez qu'on a retrouvé la ruelle qu'a peinte Vermeer, et donc le journaliste de France Inter disait ah ben voilà, maintenant on sait que Vermeer savait aussi peindre, qu'il n'était pas un simple, qui faisait pas des coloriages en recopiant à la caméra obscura, comme on l'a dit, etc., puisque la caméra obscura peut pas être utilisée à l'extérieur. Bon, alors c'est pas parce qu'on qu'on utilise un instrument comme ceci qu'on ne fait pas de l'art, parce que Vermeer a fait vraiment des choses absolument magnifiques. Il a utilisé ceci pour son propre besoin, mais il a fait vraiment œuvre d'artiste et pas de faire des simples coloriages. Et 2, vous pouvez parfaitement utiliser des caméras obscura en extérieur. C'est celle que Canaletto a utilisée aussi, vous savez, c'est comme une table, la lentille, le miroir, et puis vous avez simplement une toile noire autour, vous êtes dedans, donc vous pouvez voir le paysage aussi. Simplement, ces choses-là ont fait
changé le regard qu'on pouvait avoir sur les choses. Bon, la laitière, qu'on ne peut pas ne pas connaître aujourd'hui, quand on l'observe de près, il y a un certain nombre de détails qui jouent un petit peu sur ce média, c'est-à-dire il va jouer de la profondeur de champ en mettant des flous à certains endroits, des choses très très nettes à d'autres moments, mettre des pointes de lumière comme ça, il va jouer, il va mettre en scène. C'est-à-dire que c'est produit à cette époque-là, ce qui va se produire au XIXe siècle avec la photographie, c'est qu'on va dire d'abord l'art est mort, puisqu'on est capable de faire du réalisme avec la photographie. Là, c'est pareil. On a un nouveau réalisme, entre guillemets, au XVIIe siècle, mais c'est surtout un nouveau regard qui va être apporté. Non, juste pour terminer avec Vermeer, hein, vous savez que Leeuwenhoek, je disais, ils habitaient à quelques pas d'ici, ils se connaissaient. Leeuwenhoek a été l'exécuteur testamentaire de de Vermeer, qui est décédé bien avant lui, puisque Leeuwenhoek est décédé en début 18e, alors que Vermeer est décédé en 1675. Donc, on ne peut pas imaginer qu'ils n'aient pas discuté ensemble, que Vermeer n'ait pas observé avec les microscopes de Leeuwenhoek, de la même manière que Leeuwenhoek n'ait pas participé à son usage des lanternes magiques. On est vraiment au siècle où on va découvrir ces nouveautés et ce qu'elles vont pouvoir apporter. Bon, on avait déjà fait cela auparavant. Je vous disais que la caméra obscure a été utilisée précédemment. Vous connaissez ce tableau hyper connu donc d'Holbein sur les ambassadeurs avec l'anamorphose du crâne qui se trouve en bas. En fait, si vous observez aussi dedans, vous pouvez voir qu'un certain nombre d'objets ont pu être repris à la caméra obscure, réintégrés dedans, comme cela, de la même manière que le luth qui se trouve en bas a pu être dessiné avec d'autres instruments qu'on avait imaginés, celui de Dürer en 1525. C'est là que, si je parle de ces différentes choses d'une manière un petit peu décousue, si vous voulez, c'est aussi parce que, à cette époque-là, un peu comme une époque récente, hein, ou encore au XVIIIe, finalement, il n'y a pas vraiment de frontières. Ce qu'on appelle la philosophie naturelle, c'est une manière de penser le monde, et entre les artistes, les médecins, les savants, il y a ce même désir de connaissance. Bon, je termine avec justement les caméras obscures que l'on peut voir dans l'encyclopédie Diderot, et l'usage qui sera probablement fait avec ces jeux de lumière, avec ces très beaux tableaux montrant des instruments de Wright of Derby de la fin du XVIIIe siècle. Alors, je termine rapidement avec un petit pont que je voulais faire, toujours sur ces histoires d'innovation, de manière dont les choses s'inventent, s'évoluent. Jusque-là, on a vu la part des instruments d'optique et comment, finalement, de l'objet au dessin, on a pu avoir les instruments qui ont joué un rôle. Je voulais revenir sur le rôle du dessin dans les objets techniques. Tout simplement parce que là aussi, sur une autre période qui est celle qui va nous emmener au moment de la révolution industrielle, traditionnellement, par exemple, dans le domaine de la marine, vous savez très bien, ici, il y a une expérience qui est très très longue dans votre région, on dessine des gabarits. On les dessine en grandeur nature, et c'est à partir de ces gabarits qu'on va dessiner les bateaux, qu'on va bâtir les bâtiments, etc. C'est la même chose qui va se produire pour la construction. Depuis les cathédrales, on fait des dessins, on les remet à la dimension, c'est-à-dire qu'entre la représentation et le réel, on a un simple changement d'échelle. Lorsqu'on fait des choses telles que même des ponts un peu mécaniques, on aura le dessin, on va passer par l'étape du modèle en 3 dimensions. Ça ne va pas changer fondamentalement les choses. C'est-à-dire qu'on a des changements de dimension. Ces modèles
on va même les utiliser pour d'autres usages. Ça va être des modèles de démonstration. Ça, la grande époque des modèles de démonstration, ça va beaucoup être les cabinets de physique, tels que celui de Nollet au XVIIIe siècle, puis ceux du XIXe siècle. Mais on va voir que petit à petit, on découvre des choses de plus en plus complexes, ce qui fait que on est obligé de tordre un petit peu le cou à la vraie réalité. Ici, quand je fais mon expérience sur le pendule, c'est le pendule cycloïdal de Huygens, inventé au XVIIe, et ça c'est un modèle XVIIIe, je peux parfaitement faire ma démonstration, elle est imparable, elle est mesurable, elle est reproductible, pas de problème. Par contre, lorsque Auguste Delarive, chercheur suisse, invente cet appareil pour reproduire l'aurore boréale au XIXe siècle, il fait un appareil de démonstration, mais dans lequel le phénomène qui va créer l'aurore boréale n'est pas finalement le phénomène qui va être réellement à la production de l'aurore boréale. C'est-à-dire que lui, il va faire une ionisation de gaz avec l'électricité dans les deux globes qui sont là. Ça donne une expérience magnifique, avec un objet extraordinaire, mais ce ne sera pas une démonstration du phénomène réel, puisque on a su bien plus tard que c'était des phénomènes de rayons cosmiques, etc., etc. Et lorsqu'on va modéliser un certain nombre d'engins, quand on va arriver à l'époque de la vapeur, c'est là qu'on va voir que se posent un certain nombre de difficultés. Lorsque Joseph Nicolas Cugnot va présenter son projet de fardier de Cugnot au ministère de la Guerre, on est donc dans les années 1760, il va faire un modèle au 6e. Il va mettre du charbon, du bois dedans, il va faire marcher son modèle, il va montrer ça devant les décideurs de l'époque, et les gens vont voir qu'effectivement ce modèle fonctionne. Et alors lui, il dit, je vous fais ça à l'échelle 1, et avec ça, vous allez remplacer les chevaux pour tirer les canons en guerre. Vous imaginez le progrès que ça va représenter, etc. Le ministre dit banco, il donne des sous, il subventionne, et il va construire son fardier. Donc fait pour rouler à 3,5 km à l'heure, c'est-à-dire la vitesse d'un cheval en campagne, etc. Et finalement, on s'aperçoit que si on fait toute la mesure, ça marche très bien, mais il faut, quand on met du charbon, la vapeur fait que, au bout de, un quart d'heure, toute la vapeur qu'on a pu créer dans le cylindre, elle va être vaporisée. Il va falloir de nouveau recommencer le cycle. C'est-à-dire que il n'a pas imaginé que si je multiplie les valeurs des longueurs par 6, ça va fonctionner pour tout ce qui est mécanique. En revanche, tout ce qui est de l'ordre de la surface ou du volume, lorsque je vais multiplier au cube, eh bien, ça ne va plus fonctionner du tout. Et c'est ce qui fait que ça, c'était j'ai pas trouvé, on a perdu le modèle, hein, il n'existe plus, donc on l'avait redessiné à l'époque. On va voir que tiens, je dois même avoir une petite animation, cette machine à vapeur, elle va plus ou moins tomber dans l'oubli. C'est comme ça qu'elle va être remisée, etc., etc. On va l'abandonner parce qu'en fait, ça ne fonctionne pas bien et ça va rester quasiment quelques dizaines d'années avant de voir réapparaître de nouveaux véhicules automobiles. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, tant qu'on était dans la représentation simple, on a pu depuis des siècles fonctionner avec ces modèles. C'est comme ça qu'on a fait tout ce qui était fortification, qu'on a fait énormément de choses. Par contre, dans le domaine de la vapeur, j'aime bien cette petite image parce qu'elle fait un pont en XVIIIe siècle entre Newcomen, qui invente la machine atmosphérique, dont James Watt, qui est démonstrateur à la Royal Society, anime une maquette. En voyant fonctionner la maquette, il va imaginer sa propre machine de Watt. Mais là aussi, c'est pas par un transfert direct, mais ça va être par l'arrivée de calculs, d'études beaucoup plus élaborées pour pouvoir transférer cette image à ce modèle à la réalité.
Voilà un petit peu, à travers ce petit parcours que j'ai brièvement brossé, il y a quelques leçons que je voulais donner. Je ne dirais pas d'autres mots d'ailleurs que celui qu'a dit tout à l'heure le directeur adjoint de l'IUT, et qui a dit ces mots qui me sont tout à fait précieux: gardons l'esprit ouvert. Je veux dire que là, je vous ai montré quelques menus exemples là, c'est-à-dire que de la curiosité à la science, il n'y a qu'un pas, à la condition d'avoir cette petite étincelle, de vouloir savoir comment les choses fonctionnent. Et d'autre part, la plupart des grandes innovations qui ont pu être imaginées sont le fait de gens qui ont été glanés dans un domaine qui n'était pas le leur, quelque chose qui n'était pas fait pour eux, et qui ont imaginé que ça pouvait être la solution à leurs propres problèmes. Ça a été le cas de Galilée, ça a été le cas de beaucoup de machines industrielles du 19e siècle. Et je crois que ce que l'on dit aussi, le mot d'interdisciplinarité, qui est au cœur de nos métiers que je fais aujourd'hui au Musée des Confluences à Lyon, mais qui était évoqué aussi tout à l'heure à propos de l'IUT, je crois que c'est quelque chose de fondamental aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on doit toujours allier les gens qui font de la recherche très approfondie, très pointue, dans un domaine très étroit pour avancer dans ce domaine-là, et à côté des gens qui gardent l'œil ouvert vers d'autres domaines pour pouvoir faire progresser des domaines un peu plus vastes. Voilà tout ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Je vous remercie et je vais passer la parole à M. Magnan. Merci.